Le deuxième piège dans lequel Trump s'est enfermé est celui de la géographie militaire du Golfe. La stratégie américaine reposait sur l'utilisation des bases militaires disséminées dans les pays du Golfe, Bahreïn, Qatar, Koweït, Émirats, Jordanie, Irak, comme plateforme logistique et opérationnelle pour les frappes. Ces États avaient consenti, tacitement ou explicitement, à ce rôle, en pariant sur une victoire américaine rapide qui les aurait mis à l'abri de la colère iranienne sans coût excessif. Ce pari vient d'être ruiné. L'Iran a tiré 165 missiles balistiques sur les seuls Émirats arabes unis, dont 13 ont traversé les défenses aériennes. 3 personnes ont été tuées à Abu Dhabi. 58 autres ont été blessés. Des hôtels sur les Palm Islands de Dubaï ont brûlé. Le port de Jebel Ali, l'un des plus importants de la région, a subi des dommages. L'aéroport international de Koweït a été frappé. Le port de Mina Salman au Bahreïn, siège de la 5e flotte américaine, a été ciblé. Un drone a percuté un immeuble adjacent au quartier général de la flotte. Les installations Aramco de Ras Tanura en Arabie Saoudite ont subi un début d'incendie. L'ambassade américaine à Riyad, frappée 2 fois en 2 jours, a brûlé. Chypre, avec sa base militaire britannique d'Akrotiri, a reçu des missiles iraniens. Cette liste n'est pas aléatoire. Chaque cible correspond à une installation liée aux opérations militaires américaines et israéliennes. Ali Larijani, le chef du Conseil national de sécurité, l'a formulé avec une précision stratégique remarquable. Ces installations militaires américaines ne sont pas le territoire des pays de la région, ce sont le territoire des États-Unis. Nous n'avons pas l'intention d'attaquer les pays de la région. Cette formulation est un chef-d'œuvre de communication de guerre. Elle permet à l'Iran de frapper partout où les Américains sont présents, tout en maintenant formellement ouverte la possibilité d'une normalisation future avec des voisins dont Téhéran aura besoin une fois la guerre terminée. Et elle met les gouvernements du Golfe dans une position intenable. Leurs populations voient dans leurs aéroports brûlés, leurs villes recevoir des missiles, leurs espaces aériens fermés, leur économie paralysée, et commencent à se demander si c'est le prix équitable à payer pour un partenariat avec Washington qui n'a pas réussi à les protéger. Le think tank Nour, dans une analyse publiée dès le 3e jour du conflit, a mis en mots ce que de nombreux observateurs arabes pensaient sans encore l'écrire. La décision américaine d'attaquer l'Iran a montré que les intérêts et la sécurité d'Israël priment pour Washington sur le maintien de la sécurité des pays arabes du Golfe. Les pays arabes hébergeant des bases américaines ont été exposés au risque et leur sécurité n'a pas été assurée. Les pays arabes devraient tirer les leçons de cette expérience et développer une sécurité durable basée sur des intérêts communs pour éviter d'être sacrifiés aux intérêts stratégiques étrangers. Cette phrase, dans le contexte de la région, est d'une portée géopolitique considérable. Si elle s'installe comme un consensus dans les cercles décisionnels du Golfe, c'est l'architecture entière des bases militaires américaines dans la région qui devient politiquement vulnérable à moyen terme. Le 3e piège, le plus profond parce qu'il touche à l'économie domestique américaine et donc au socle électoral de Trump, est celui du prix du pétrole et de l'inflation. Le brut américain WTI a connu sa plus forte hausse en 4 ans en une seule session. Le Brent a franchi des niveaux non observés depuis juin 2025. Les primes d'assurance maritime pour les navires tentant de traverser le détroit d'Ormuz ont atteint des sommets en 6 ans, rendant le transit économiquement non viable pour la plupart des opérateurs. Maersk et les plus grandes compagnies de fret maritime mondiales ont suspendu leurs opérations dans la région. Le plus grand terminal de LNG au monde, celui du Qatar, a cessé de fonctionner. La raffinerie de Ras Tanura en Arabie Saoudite a subi des dommages. Ce que les experts appellent une fermeture de facto du détroit, sans acte officiel iranien, mais avec un effet identique en termes de paralysie du trafic, est en train de se produire. Les implications pour l'économie américaine sont directes et douloureuses. Les prix à la pompe vont grimper. Les coûts du transport maritime vont exploser. Les chaînes d'approvisionnement mondiales, déjà fragilisées par des années de disruption post-pandémie, vont subir de nouvelles perturbations majeures. Le Washington Post l'a formulé avec une clarté qui devrait glacer les conseillers économiques de la Maison-Blanche. Juste au moment où le président Donald Trump affirmait que l'inflation était maîtrisée, la guerre avec l'Iran menace une nouvelle flambée des prix qui pourrait saper son argument central en faveur de la baisse des taux d'intérêt. C'est le piège économique parfait que l'Iran a refermé sur Trump. En menaçant le détroit et en frappant les infrastructures pétrolières régionales, il a transformé une guerre censée renforcer l'hégémonie américaine en source directe de souffrance économique pour les électeurs américains qui avaient voté Trump pour que leur vie coûte moins cher. Ce que l'Iran a compris et que Washington a refusé de voir, c'est que la puissance ne se réduit pas à la puissance militaire. Un État peut être infiniment inférieur en bombes, en avions, en destroyers,
et disposer néanmoins d'une capacité de nuisance économique, d'une puissance colossale, s'il contrôle un point géographique aussi crucial que le détroit d'Ormuz. L'Iran a passé des décennies à développer des mines navales, des missiles anti-navires, des drones maritimes, des capacités de guerre des mines et des équipements de brouillage précisément pour interdire ou menacer ce détroit au moment où la pression serait maximale. Ce moment est arrivé. Et les réponses américaines disponibles, envoyer des navires de guerre pour escorter les tankers, tenter de neutraliser les positions iraniennes sur la côte, sont des réponses à la fois coûteuses en temps, en ressources et en risque d'escalade, qui vont s'étaler sur des semaines pendant lesquelles les marchés et les économies mondiales continueront de souffrir. Le quatrième piège est celui de la contradiction insurmontable entre les objectifs déclarés et les moyens disponibles. Trump a annoncé 3 objectifs: détruire les capacités militaires de l'Iran, empêcher le programme nucléaire et renverser le régime. Le premier est partiellement réalisable par des frappes aériennes, mais le Stimson Center l'a rappelé avec une franchise que les planificateurs militaires partagent en privé. Quelle que soit leur précision et leur dévastation, les frappes aériennes seules ne peuvent pas renverser un gouvernement. Le deuxième est illusoire à long terme, car le savoir-faire nucléaire ne disparaît pas avec les installations physiques, et le prochain guide suprême aura des raisons encore plus puissantes que son prédécesseur de vouloir une dissuasion nucléaire réelle. Le troisième est impossible sans troupes au sol, et Trump a lui-même exclu l'envoi de forces terrestres, laissant le Pentagone dans la position inconfortable d'essayer d'atteindre un objectif de changement de régime avec des outils qui n'ont jamais, dans l'histoire militaire récente, suffi à produire ce résultat. Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense, a essayé de corriger le tir lors de son premier briefing public en déclarant que ce n'est pas une guerre de changement de régime. Mais Trump continue de pousser explicitement au changement de régime, encourageant les Iraniens à prendre le contrôle de leur gouvernement. Cette cacophonie entre la Maison-Blanche et le Pentagone, 3 jours après le début des opérations, traduit l'absence d'une stratégie unifiée et l'improvisation qui a présidé à la prise de décision. L'Atlantic Council, dans son analyse des premières heures du conflit, a posé la question que personne à Washington ne veut formuler publiquement. Le risque le plus grand pourrait être une campagne prolongée qui échoue à produire un changement interne dramatique en Iran et qui manque d'un mécanisme clairement défini de sortie du conflit, résultant en un conflit ouvert sans conclusion visible à l'horizon. Le cinquième piège est celui de la négociation sabordée. La veille des frappes, le ministre omanais des Affaires étrangères Badr al-Busaidi annonçait que l'Iran avait accepté, lors des négociations tenues à Oman et à Genève, de ne jamais stocker d'uranium enrichi, une concession inédite que al-Busaidi qualifiait de percée majeure qui n'a jamais été réalisée auparavant. Des équipes techniques devaient se rendre au siège de l'AIEA à Vienne le lundi suivant. Al-Busaidi avait rencontré le vice-président Vance à Washington la veille, sans avoir été informé de l'imminence des frappes. Il a appris les attaques en même temps que le reste du monde, et sa consternation, ainsi que ses mots « ce n'est pas votre guerre, ne vous laissez pas entraîner davantage », constitue l'un des réquisitoires diplomatiques les plus sévères jamais adressés à Washington par l'un de ses alliés les plus constants dans la région. Cette trahison de la négociation en cours a des conséquences qui dépassent le seul dossier iranien. Elle envoie un message à chaque État qui négocie avec Washington, présent ou futur. Les Américains peuvent frapper pendant que les pourparlers sont en cours. La parole diplomatique américaine ne protège pas contre les bombes américaines. Cette leçon sera intégrée dans les calculs de la Corée du Nord, de la Chine sur Taïwan, de la Russie sur l'Ukraine et de tous les acteurs régionaux qui calibrent leurs relations avec Washington. La crédibilité diplomatique, une fois entamée de cette façon, ne se reconstruit pas en quelques semaines. C'est une perte stratégique de long terme que 900 bombes ne peuvent pas compenser. Il faut aussi regarder Trump face à la contradiction la plus cruelle de toutes. Il a lancé cette guerre en affirmant qu'elle empêcherait l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. Il vient de produire exactement les conditions les plus propices à ce que le prochain dirigeant iranien, la prochaine génération de décideurs et tous les États qui observent ce conflit depuis leur capitale concluent que la seule protection réelle contre la puissance militaire américaine est la dissuasion nucléaire. La Corée du Nord n'est pas bombardée. L'Iran, qui n'avait pas la bombe, l'Est. La logique de prolifération que cette démonstration produit est inévitable et tragique, et elle durera bien au-delà du terme de la présidence Trump.